Il a suffi d'une poignée de minutes à peine pour que Kahramanmaraş, 1,6 million d'habitants, soit rasé à 60%. Une effroyable catastrophe. Pourtant, ce vendredi matin, parmi les ruines encore fumantes, un miracle. Ce sauvetage vécu en direct par nos envoyés spéciaux. Cette adolescente de 14 ans, elle s'appelle Fatma. Ça fait 100 heures qu'elle est sous les décombres de son immeuble. Et vous le voyez sur ces images de Marjorie Marciac, elle vient d'être sortie à l'instant. Elle est sur cette civière jaune, sous cette couverture de survie, cette couverture bleue. Cette jeune fille est en état d'hypothermie avancée. C'est pour cette raison qu'elle a été mise sous oxygène. Et sur ces images, vous voyez cet immense élan de solidarité, cette chaîne humaine entre les habitants, les secouristes qui se font passer ce brancard afin de le transférer vers l'ambulance qui est stationnée, qui l'attend depuis un petit peu plus d'une heure afin de l'envoyer vers l'hôpital. Ce genre de nouvelles ici, on les savoure puisqu'elles sont extrêmement rares. Hein. Vous vous doutez bien qu'après 4 jours après le séisme, voilà, je vous laisse profiter de ce moment. Voilà, moment de liesse, comme je vous le disais, c'est un moment extrêmement rare puisqu'ici, 4 jours après le séisme, les sauvetages ne sont absolument pas monnaie courante ici. Il est 4h17 heure locale, dans la nuit de dimanche à lundi dernier, lorsque la terre se met à trembler dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Une secousse d'une magnitude de 7,8. Qui dure pendant quasiment 2 minutes. Dans un bruit assourdissant. Les lignes électriques sont touchées. D'un seul coup, le ciel s'illumine. Des milliers d'immeubles s'effondrent. Les habitants incrédules se retrouvent dans la rue, au pied de leurs appartements, pour certains éventrés, pour d'autres totalement réduits à néant. Je dormais quand ma femme m'a soudainement réveillé. Le tremblement de terre était très violent, très effrayant. Nous entendions des bruits de partout. Un séisme d'une intensité extrême qui a fragilisé les bâtiments, comme ces immeubles qui s'écroulent plusieurs heures après la secousse. Alors qu'il est en direct pour une chaîne de télévision turque, ce journaliste est surpris par une nouvelle secousse. Il prend la fuite et réapparaît quelques secondes plus tard au milieu d'un nuage de fumée. İki defa yüksek şiddette bir artçı sarsıntı meydana geldi ve hemen sol tarafımda gördüğünüz bina yerle bir oldu. Yine toz duman içerisinde bir vatandaş da geldi yine bu noktada toz duman içerisinde kalmış. Plusieurs heures après le séisme, le cauchemar se poursuit. Sur ce port turc, ces containers empilés se sont écroulés et ont pris feu. Sonnés, Turcs et Syriens doivent pourtant déjà se mobiliser et attaquer une course effrénée contre le temps. Car sous les décombres, au moins plusieurs dizaines de milliers d'habitants sont coincés, sans eau, sans nourriture et avec des températures en chute libre. Dans la nuit, des silhouettes sombres marchent d'un pas rapide. Ils disent que sous les décombres, il y a encore environ 32 personnes estimées. D'accord, 32 personnes là 32 personnes estimées, okay. Et que sous un endroit où ils sont en train de travailler, il y aurait potentiellement 3 personnes, mais ils ne savent pas si elles sont vivantes ou pas. Très bien. Ces sauveteurs français de la sécurité civile viennent d'atterrir à Osmaniye, à 80 km de l'épicentre, 48 heures après le tremblement de terre.
Ils sont guidés par Lily, leur traductrice. Elle les emmène vers un immeuble effondré. Dans le brouhaha des marteaux-piqueurs, le lieutenant-colonel Cyril écoute les dernières nouvelles. Entre 30 minutes et 1 heure avant, ils ont encore entendu des sons de personnes. Pour retrouver des survivants, un chien est envoyé sur les gravats. Le site est évacué car l'animal doit rester seul sur les lieux. Plus il y aura de monde, plus il y aura d'odeurs parasites et plus ça va être compliqué pour lui de faire la différence entre les odeurs des victimes qui sont supposées rester sous les décombres et les odeurs des sauveteurs. Au bout de quelques minutes, le chien aboie. Une potentielle victime se trouve ici. Un radar est alors positionné pour confirmer l'hypothèse. Un radar qu'on a, donc qui va permettre en fait en détectant le bruit émis par la victime, donc il va nous le retranscrire au niveau de notre tablette et qui permettra de localiser si oui ou non il y a une victime à cet endroit. Finalement, personne, aucune victime n'est retrouvée, mais les secouristes continuent de chercher. Combien reste-t-il de survivants sous les ruines? Avec le froid glacial et à mesure que les heures passent, les espoirs s'amenuisent. Devant un immeuble effondré d'Osmaniye en Turquie, un couple attend, serrés l'un contre l'autre. Mon père, ma mère. Ils sont dans les décombres. On attend là, on espère qu'ils sont en vie. Il n'y a rien de plus à dire, juste attendre et espérer. Oui, jusqu'à la dernière seconde. Dans la ville, plus de 30 bâtiments sont complètement détruits. Nous retrouvons les sauveteurs français de la sécurité civile, toujours à pied d'œuvre, sur le monticule de débris. Tôt ce matin-là, 2 corps ont finalement été retrouvés, mais il en reste des dizaines toujours ensevelis. Au fur et à mesure que les dalles sont percées, apparaissent ce qu'on appelle des poches de survie. Donc là, on demande à tous les gens présents sur le chantier, à tous les secouristes, de faire silence. Et un secouriste lance un appel pour savoir si quelqu'un peut répondre. Le séisme a eu lieu lundi, donc on se dit qu'il y a toujours un espoir de survie, donc on n'arrêtera jamais notre travail quand on ne peut pas être sûr à 100% qu'il n'y a plus d'espoir, mais on y croit. Car parfois ailleurs, au milieu du chaos et des gravats entassés, une voix. Bézir a 6 ans. Depuis 80 heures, il est coincé sous ces blocs de béton. Finalement, les sauveteurs parviennent à libérer le petit garçon. Partout, des miracles. De l'autre côté de la frontière, ce nourrisson, une petite Syrienne, née sous des tonnes de béton. Elle a été transportée à l'hôpital. La petite souffrait de convulsions à son arrivée. D'après sa température corporelle, elle est née vers midi, 3 heures avant d'être retrouvée dans les gravats. Sa mère a accouché sous les décombres, elle est morte, ainsi que toute sa famille. Le séisme se classe déjà parmi les plus meurtriers du XXIe siècle, les plus dévastateurs aussi. Partout, des rescapés qui ont eu la vie sauve, mais qui ont perdu leur logement, comme Sofia et son conjoint. J'ai compris que ce qui est en train de se passer parce que je me suis réveillée. On était 3 à la maison, il y a aussi son grand frère qui est avec nous. Il a commencé à crier, je suis en train de mourir, je suis en train de mourir. Moi, directement, j'ai dit tout le monde, courez, courez, courez. Et on est tous sortis, on a tout laissé. On n'a même pas fermé la porte. Leur immeuble est désormais inhabitable. Alors où aller ? Pour le couple, reste la rue. Heureusement, il y a des toilettes publiques.
On a cassé la porte pour pouvoir les utiliser. Comme on ne peut pas rentrer dans les maisons, ce petit bâtiment il a résisté quand même. Il n'y a pas d'eau quand même dedans, il n'y a rien, c'est juste des toilettes et voilà. On ne peut pas vraiment... C'est sale bien sûr, mais on utilise. Dans le quartier, des chaînes de solidarité se sont formées. Ici, on a construit des tentes. Ce n'est pas le gouvernement qui nous a aidés, c'est les gens qui ont sorti tout ce qu'ils pouvaient. Il y a environ 40 personnes qui rentrent dans chaque tente et qui dorment ensemble. Sous l'abri, un semblant de vie normale. En fait, on est un peu la famille ici. On a un peu du feu quand même qu'on a arrivé à récupérer. Ici, on mange, mais il fait très froid la nuit. Du coup, on dort pas. Non, on dort pas ici. Pendant les nuits glaciales, Sofia et son conjoint retrouvent leur voiture, qui fait désormais office de chambre à coucher pour une partie de la famille. Je descends au maximum, comme ça. Hop là, et je dors. C'est bon, je m'assois. Mon copain, il dort ici, et la mère et le père, ils dorment derrière, allongés. Les doudounes et les couvertures ne suffisent pas. Ils se réchauffent comme ils peuvent. On allume la nuit, environ 30 minutes avant qu'on va dormir, on allume et on chauffe la voiture. Et après, pendant la nuit, il y a quelqu'un qui se réveille chaque fois, différentes personnes, pour allumer la voiture, chauffer. Il ne dort pas, il attend pour que ça chauffe encore. Et après, il dort quand il éteint la voiture, parce que sinon, on gaspille tout le pétrole et en ce moment, on n'arrive pas à acheter. Je le mets comme ça et je dors. Voilà. Est-ce le début d'une crise humanitaire? Les autorités vont devoir nourrir, chauffer, reloger des centaines de milliers de personnes. À 100 km de là, cette famille elle aussi survit comme elle peut. Quelques chaises en plastique, un petit feu. Et à quelques mètres, ce sac mortuaire bleu. Aïzé Karaman avait 35 ans. C'est Halil, son neveu, qui a découvert son corps. C'était une situation terrifiante, vraiment horrible. Nous avons sorti son corps la nuit dernière vers 11h. Physiquement, j'ai compris que c'était elle en voyant ses mains et ses pieds. Je ne pouvais pas voir son visage, elle n'avait plus de visage. Nous avons fait ça seuls. Il n'y avait aucune équipe de secours du gouvernement pour nous aider. Des secours débordés et une incompréhension qui ne quitte plus la mère et la sœur d'Aïzé Karaman. Comment cet immeuble, pourtant récent, a-t-il pu s'effondrer comme un château de cartes? Ils ont vécu ici 2 mois, juste 2 mois. Mettons-les en prison, je ne veux rien d'autre. Le constructeur est responsable de 40 à 50 personnes décédées. Vous trouvez ça normal? Je veux les voir en prison. Je veux les voir en prison. C'est nouveau, 2 mois. Ils l'ont construit avec ça d'acier, à peine gros comme un doigt. Vous pensez que c'est normal qu'un immeuble si récent s'effondre? Encore 6 membres de cette famille se trouvent toujours sous les décombres. Leur espoir, récupérer au plus vite les corps pour pouvoir les enterrer dans leur village d'origine.